Je reçois Yuri Levin. Bonsoir Yuri, merci d'être là. Vous êtes un habitant du kibbutz Kfar Aza, qui a été l'un des kibbutz évidemment particulièrement meurtris lors de cette journée du 7 octobre. Alors j'ai envie de dire que vous êtes un double rescapé, c'est-à-dire que vous avez échappé à la fois à la mort, mais aussi au kidnapping. Vous allez nous raconter votre histoire. Comment tout a commencé? D'abord, vous étiez chez vous ce jour-là lorsque les terroristes sont arrivés? À 6 heures du matin, je me suis réveillé pour aller courir avec un ami. Et je lui ai dit que je n'avais pas la force de courir ce matin-là. Donc on retourne au lit. Et en fait, tous ceux qui étaient sortis courir eh bien, ont été tués puisqu'on était censés aller en direction de Sderot. Donc c'est la première fois que j'ai été sauvé. À 6h30, donc nous savons qu'il y a eu des alertes à la roquette. Et très vite, j'entends des coups de feu à l'extérieur de la pièce protégée. Un ami m'envoie une photo de terroristes sur son balcon à Sderot. Il me dit il tue des gens. Donc très vite, je verrouille la maison. Ensuite, je reviens dans la pièce protégée. Je ferme la fenêtre, je ferme la porte. Et je commence à ce moment-là à entendre des salves de tir à l'extérieur de la fenêtre. Ma maison est la première maison qui se trouve le long de la clôture du kibbutz. Et eux ont pénétré dans le kibbutz à environ 150 mètres de ma maison. C'est une des brèches qu'ils ont faites dans la clôture. Et des centaines de terroristes sont entrés dans le kibbutz Kfar Aza. C'est là d'ailleurs, à partir de là, qu'ils ont enlevé. Ils ont enlevé nombre de mes voisins. Et entre 7h et 10h, beaucoup de coups de feu, de cris, j'entends une femme qui demande qu'on ne touche pas ses enfants, un homme qui dit je ne parle pas arabe, je ne parle pas arabe, et ensuite j'entends le silence. Et lorsque j'entends ce silence, j'ai compris qu'on les enlevait. Parce que quand il n'y avait pas de silence, il y avait des coups de feu, ce qui signifiait qu'ils étaient tués. Donc à ce moment-là, je n'entends rien. Et donc je comprends que devant moi, il y a un passage et en fait, ils emmènent tout le monde, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants, et pour les emmener dans la bande de Gaza. Et vers 10h du matin, j'entends qu'on verse quelque chose dans ma maison. J'entends un liquide, qu'on verse un liquide à l'intérieur de la maison. J'avais déjà entendu ce bruit auparavant. Et j'entends des tirs à l'intérieur de la maison. Et à partir de ce moment-là, j'entends que le feu commence à prendre. Alors, j'ai oublié de vous dire que pendant toutes ces heures, j'ai été caché sous un lit dans la pièce protégée. Pendant près de 3 heures, donc, j'étais sous ce lit et j'ai fait le lit. Pourquoi est-ce que j'ai fait le lit? Parce que je me suis dit que si les terroristes entreraient dans la pièce, ils penseraient qu'il n'y avait personne. Donc pendant toutes ces heures, j'avais extrêmement peur. On ne peut pas décrire la peur et aussi le sentiment d'impotence, d'impuissance. Je me suis dit bon, dans une demi-heure l'armée va venir, voilà, l'événement prendra fin et je pourrai sortir. Et vers 11h, donc comme je l'ai dit, vers 10h, j'entends qu'il y a un feu qui s'allume, et à partir de ce moment-là, je comprends que je ne peux pas rester sous le lit où je m'étais caché. Je dois faire quelque chose pour me sauver, parce que si je reste sous ce lit, soit je serai brûlé vivant, et à 1,5 mètre de moi, de l'autre côté du mur, il y a des terroristes parce que c'est une maison qui fait l'angle d'une ruelle. Donc ils sont en permanence à côté de ma maison. Je sors du lit, donc je coupe l'électricité. Je coupe l'électricité pour éviter que l'électricité n'aggrave l'incendie. Je me fais un masque avec la tête d'oreiller pour le mettre sur mon visage. Et je comprends que très vite, je vais soit finir brûlé, soit être enlevé par les terroristes. Donc je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que on pense avant de mourir? Qu'est-ce que les gens ont dans la tête avant de mourir? Et je commence à dire le schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et je m'arrête.
Et à un moment, j'ai vraiment un sentiment de force interne et une espèce de voix qui me dit tu n'as pas fini, ta vie n'est pas terminée, j'ai encore plein de choses à faire. Et donc je vais à la fenêtre de la pièce protégée, je l'ouvre vraiment d'1 centimètre. Alors je prends très garde à ne pas faire de bruit parce que c'est un volet en fer qui ferme la pièce protégée. Et je regarde par cette entr'ouverture, je commence à respirer parce que l'air déjà devenait irrespirable dans la maison. Donc quelques semaines passent et j'entends un boom, j'entends une explosion et je me suis dit, je ne finirai pas brûlé vif. Si je n'ai pas de choix, je sortirai et je ferai face aux terroristes, peut-être qu'ils me tueront, mais en tout cas je ne veux pas finir brûlé dans cette pièce protégée. Donc j'entends ce boom et je vois qu'il y a du feu qui entre à travers la pièce. J'ouvre la fenêtre, mais le volet ne s'ouvre pas. Et donc je casse le volet avec le pied. Et je sors et j'ai en face à moi un terroriste avec une Kalachnikov et un autre qui a un couteau, qui brandit son couteau, et un autre qui est aussi équipé. Et je vois dans les yeux qu'ils veulent tout simplement me tuer. À partir du moment où celui qui a la Kalachnikov ne me tire pas dessus, j'ai compris qu'il n'allait pas me tirer. Et celui qui me fait le plus peur, c'est celui qui a le couteau, parce que celui qui a la Kalachnikov, il aurait ouvert le feu, je serais déjà mort. Et moi, j'étais en caleçon. Voilà, j'étais en caleçon puisque j'étais dans ma tenue pour dormir et c'est comme ça que je sors vers eux. Et ils crient l'un à l'autre en arabe et apparemment ne savent pas très bien quoi faire de moi. J'ai compris qu'ils ont dit Shabab, donc un jeune homme. Ils me font sortir de la maison très brutalement et ils parlent d'un véhicule et ensuite ils m'amènent en direction de la clôture du kibbutz par où ils sont entrés et là où j'ai entendu qu'ils emmenaient tous les gens vers la bande de Gaza. Alors moi, bien sûr, j'ai les bras levés, je fais tous les gestes pour montrer que je me rends. Il m'emmène à 150 mètres de là, à travers la clôture, et en route, je comprends. Qu'est-ce que je comprends? Je vois la brèche dans la clôture et je comprends qu'on m'emmène vers la bande de Gaza. Ce qui signifie qu'on va m'enlever, qu'on va me violer, comme on a fait à toutes sortes d'enfants qui étaient dans la région. D'ailleurs, ils s'en sont pris aussi aux ouvriers thaïlandais qu'ils ont tués avec brutalité. Ils ont violé nos enfants, mes amis, ils ont emmené mes enfants. Tout mon quartier a disparu. La moitié est dans la bande de Gaza, l'autre moitié a été tuée d'une manière terrible, dans leur maison, dans leur propre maison. Et je sais que si je vais dans la bande de Gaza, c'est ce qui va m'arriver à moi aussi. Et en un instant de lucidité, et peut-être avec une aide divine, je prends la décision, quand il me fait sortir du kibbutz, je me mets à courir le plus rapidement possible à l'intérieur du kibbutz. Je suis en caleçon. Avec eux à côté, vous avez pu? Il m'attrapait la main, il m'attrapait le bras, et la personne qui m'emmenait, c'était celui qui avait des outils, mais il n'avait pas de fusil. Donc j'ai commencé à fuir, et il a dit à celui qui avait le fusil qu'il me tire dessus. Alors je ne comprends pas l'arabe, mais je suppose que c'est ce qui s'est passé. Mais comme je suis sportif et surtout je courais pour sauver ma vie, j'ai couru parce que je comprenais que si je ne parvenais pas à fuir, il n'essaierait plus de m'enlever. Il me tuerait directement. Donc je fais la course de ma vie à environ 400 mètres. Au début, je vois des véhicules brûlés. Il m'a poursuivi quelques mètres, mais j'étais beaucoup plus rapide que lui. Il n'avait aucune chance de me rattraper. Et j'essaie de calculer où est-ce que je dois aller. Au début, je voulais aller vers la droite et j'ai vu qu'il y avait des véhicules brûlés et j'entendais en permanence des tirs en permanence. Ça ne s'arrêtait pas. Donc j'ai compris que je ne pouvais pas aller à droite.
tout droit, c'était bloqué. Donc voilà, et tout ça en courant. Je décide d'aller à gauche vers les chambres d'étudiants que nous avons dans le kibbutz. Je trouve un buisson assez grand. J'essaie de réfléchir où est le meilleur endroit pour me cacher. Je comprends que le buisson, c'est la meilleure solution. J'essaie de calculer les risques. J'essaie de calculer les risques. Est-ce que je dois moi me focaliser sur celui qui a le fusil, sur le couteau? Et voilà. Et donc, en fait, j'essaie vraiment de tout le temps réfléchir et de prendre des décisions qui sont efficaces. Donc, je suis dans le buisson et pendant tout ce temps, j'entends les tirs, les explosions et caché dans le buisson, j'entends une femme qui demande de l'aide et j'ai une formation de secouriste, donc je sais, je me dis est-ce que je dois sortir de là ou pas, mais je comprends que si je sors du buisson, eh bien moi aussi, on sera tués tous les deux en fait. Donc je décide de rester caché dans ce buisson. Ça n'était vraiment pas confortable, j'étais plein d'éraflures et quand il y a un peu de vent, je décide de bouger pour pas qu'on me voie derrière, donc je ne bouge que quand il y a du vent et jusqu'à 13h. À 13h, il y a une première unité militaire qui sont venus sauver des voisines. Je rencontre un militaire qui me fait monter dans un bâtiment où il y a quelqu'un qui a été tué. Dans le premier appartement, toutes les vitres sont brisées. Vraiment un champ de bataille. Les terroristes sont entrés avec brutalité, une cruauté indescriptible. Et ils ne voulaient faire qu'une seule chose, c'est tuer. Tuer, peu importe qu'il s'agisse d'enfants, de femmes, d'adultes, peu importe. Ça ne les intéressait pas. Juste parce que nous étions des Juifs vivant en Israël, ils voulaient nous tuer. Et ils sont entrés vraiment ivres de puissance et ils l'ont fait. Et là, je frappe à la porte de mon ami et cette porte ne s'est pas ouverte parce que les terroristes ont lancé des grenades, donc la porte était déformée. Et lui, avec beaucoup de sang-froid, il a réussi à faire jouer la porte. J'ai réussi à entrer, on a réussi à être dans cette pièce protégée, dans son appartement. Et après, on a passé 8 heures à peu près dans cette pièce protégée. Et encore une fois, dans une situation de peur, il y a des terroristes qui sont sur le toit, ils sont en dessous de nous, on entend des explosions, mais ils ne sont pas entrés dans les autres appartements. Ils sont entrés dans tous les appartements sauf le nôtre, ce qui est un miracle. Vous n'étiez pas sous la protection de l'armée. L'armée, vous les avez vus quelques instants, pas plus. Jusqu'à 20h. Vraiment, on a vu que des terroristes qui entraient autour de nous. On est persuadé que tout le monde a été tué. On a entendu tellement de tirs. Et des tirs qui ne s'arrêtaient jamais. Et cette cruauté. Et cette cruauté qui les guidait, qui les ont poussés à commettre ce massacre. À 20h, à chaque fois qu'on entendait du bruit, on s'asseyait et j'avais des ciseaux derrière moi. Je me suis dit s'il faut me protéger, je vais tout faire. J'avais une paire de ciseaux. À chaque fois, on se redressait parce qu'on s'est dit que si les terroristes entrent, que nous ne soyons pas couchés. Parce s'il faut agir, qu'on soit prêt. Donc à chaque fois qu'on entendait du bruit, on se relevait. À 20h, on entend encore ces bruits qu'on entend en permanence, mais cette fois-ci, c'est mon ami qui comprend qu'il y a des gens qui parlent hébreu à l'extérieur. C'est lui qui ouvre la porte de la pièce protégée, vient les voir. Au début, ils ont du mal à croire. Et ils ne croient pas que nous soyons des civils. On a des espèces de pourparlers pour savoir qui nous sommes. Et des soldats formidables, vraiment. C'était comme
de voir des anges. Et ils demandent s'ils peuvent utiliser les toilettes et boire. J'ai dit, quelle question, vous venez nous sauver. Bien sûr que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils ont demandé comment nous allions et ils ont été extraordinaires. Et à partir de 20h jusque vers 8h du matin le lendemain, ils ont sauvé 17 autres personnes qu'ils ont emmenées dans notre appartement. Et encore toile de fond, en permanence, les terroristes n'essayent d'essayer de tuer et on continue à entendre les tirs incessants. Vraiment, la terreur, vraiment une terreur indescriptible. Vraiment, je ne peux pas décrire à quel point nous avions peur. La peur que j'ai ressentie, la peur de ceux qui étaient avec moi. Et vers 8h du matin, dimanche matin, on nous dit qu'on nous évacue, que nous allions être évacués dans quelques instants et on nous fait sortir et quand on sort, nous voyons le kibbutz. J'aimerais revenir en arrière un instant. Imaginez que vous êtes chez vous, dans votre salon, qui est vraiment... qu'est-ce qu'il y a de plus sûr que notre maison, notre chambre à coucher, notre salon, l'endroit où nous rentrons chaque jour après le travail? Et ils sont entrés dans le lieu le plus intime, le plus personnel. Ils ont tué mes amis, ils ont violé des familles, ils ont torturé, ils ont tué avec une cruauté. Même Daesh n'a pas fait preuve d'une telle cruauté. Et une brutalité incroyable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas pardonner, qu'on ne peut même pas comprendre. C'est vraiment difficile à saisir. Et tout cela dans notre maison. Alors que nous essayons de nous soucier de la situation économique des habitants de Gaza, le Hamas, il faut les faire disparaître du monde, mais les Gazaouis, nous nous sommes souciés d'eux. Nous avons construit des zones industrielles. J'étais l'assistant du chef du conseil régional. Et le conseil régional a créé une zone industrielle pour employer 1 millier de Gazaouis, pour financer les Gazaouis, pour que leur vie soit meilleure. On les a formés dans l'agriculture, low-tech, high-tech. On leur a appris tellement de choses pour améliorer leur niveau de vie. Et quand on voit leurs vidéos, avec nos amis qui sont dans la bande de Gaza, nos femmes, et tous se réjouissent, ils doivent avoir honte. Ils n'ont pas le droit d'exister. Ils ne devraient pas avoir le droit d'exister. Tous ceux qui soutiennent ces terroristes méritent la mort. Ne méritent pas tous ceux qui sont favorables, qui soutiennent de tuer des femmes, des hommes, des enfants. Ils ont tué aussi des Thaïlandais. Ces gens-là n'ont pas le droit de vivre sur la terre. Il faut les exterminer, il faut les faire disparaître pour nous, pour le peuple juif, mais aussi pour le monde tout entier. Parce que si le monde croit que cela se terminera avec Israël, il se trompe. Il se trompe. Cela se passera dans beaucoup d'autres endroits, avec la tête qui se trouve en Iran et les bras les tentacules qui vont encercler le monde. Et si le monde ne comprend pas qu'il faut éradiquer ce phénomène terrible, eh bien on le verra partout ailleurs. Et si vous savez, on dit en hébreu, celui qui a pitié pour les gens cruels, eh bien devient cruel avec ceux qui ont pitié. Et cela arrivera partout comme c'est arrivé chez nous. J'ai 2 questions à vous poser, parce que ce récit est vraiment bouleversant, tout ce que vous nous avez raconté là, et on sent vraiment quel enfer vous avez vécu pendant ces 24 heures. D'abord, de votre maison, il ne reste plus rien. Vous avez eu le temps de regarder ou pas? Vous avez pu y retourner ou pas depuis?
Lorsque je suis sorti du kibbutz, lorsque j'ai fui mon appartement, la maison était déjà brûlée et que en fait le feu était en train d'atteindre la pièce protégée où j'étais caché. C'est à ce moment-là que je suis sorti. J'avais peur que la pièce protégée prenne feu. Non seulement ils ont mis le feu, mais ils ont lancé une grenade qui a cassé la porte, qui a fait exploser la porte, et le feu est entré dans la chambre à coucher. C'est ça qui m'a permis de sortir. J'y suis revenu il y a une semaine. Je suis revenu dans le kibbutz. Il ne reste plus rien. Rien du tout, ni de ma maison, ni du quartier, tous les quartiers aux alentours. Et quand on voit la destruction qu'ils ont causée, les maisons, et imaginez ce qu'il est advenu des gens qui étaient dans ces maisons, cette cruauté inimaginable. C'est quelque chose qu'un cerveau humain normalement constitué ne peut pas comprendre. Sans voir les vidéos et ce qu'on voit dans les médias israéliens internationaux, quand on voit les bâtiments, quand on voit les immeubles, à quoi ils ressemblent après cette destruction, on ne fait que commencer à comprendre l'ampleur de la destruction et de la cruauté. Dernière question, Yuri, après avoir écouté ce récit vraiment qui nous transit de terreur. Est-ce que vous envisagez de retourner habiter à Kfar Aza ou est-ce que pour vous, c'est terminé ? Je pense qu'il est trop tôt pour répondre à cette question. D'abord, il y a encore nos soldats qui sont dans la bande de Gaza et j'ai tellement d'amis qui se trouvent en ce moment dans la bande de Gaza et qui combattent. Et j'aimerais leur adresser toutes nos forces, tous nos encouragements. Alors pour l'instant, évidemment, pas dans la condition où se trouve le kibbutz aujourd'hui, ni avec la guerre qui continue à se dérouler. J'ai vu que le Premier ministre a commencé à dire qu'on ne va pas conquérir la bande de Gaza. Je crois que les dirigeants ne comprennent pas ce qui se passe. Ils font toutes sortes de déclarations qui sont complètement déconnectées de la réalité. Surtout ce genre de déclarations. J'ai du mal même à réfléchir à cette question. On nous a laissés à l'abandon. C'était un gouvernement qui était déconnecté de la réalité, qui continue à l'être. Et voilà le résultat. Le résultat de cette arrogance avec laquelle vivaient nos dirigeants. Ils pensaient que personne ne pouvait nous attaquer. Nous avons construit cette clôture qui allait à 30 mètres sous terre avec toutes les technologies. 7 octobre 2023, nous avons vu ce qui s'est passé. Merci beaucoup Yuri Levin d'être venu nous raconter ce que vous avez vécu et vraiment on est admiratif aussi du sang-froid que vous avez eu parce que vraiment c'est incroyable de sortir vivant et de vous voir aujourd'hui raconter tout ça parce que ce que vous nous avez raconté c'est effrayant. Merci Yuri et on vous souhaite beaucoup de courage évidemment, on espère que vous retrouverez tous vos amis qui sont dans la bande de Gaza très, très vite. Merci. Amen, merci beaucoup, Amen, on les attend.